Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast sur les traces du sport, le podcast qui vous fait revivre et comprendre les moments du sport qui ont marqué l'histoire. Après avoir parlé Formule 1, MMA et cyclisme, je vais aujourd'hui vous parler football, ou plutôt d'un événement qui s'est déroulé pendant une compétition de football mais qui n'a cependant pas eu lieu sur le terrain vert. Je parle du fiasco des Bleus à la Coupe du Monde 2010, communément appelée Nice-Na 2010. Pour contextualiser, la France aborde cette Coupe du Monde sans réelles ambitions. La faute à un sélectionneur décrié qui a demandé sa femme en mariage en direct à la télévision juste après le match de l'élimination des Bleus au premier tour de l'Euro 2008, Raymond Domenech, qui sera le personnage principal de ce fiasco. En plus de cela, la participation de l'équipe de France à ce mondial relève de l'exploit puisque les Bleus ont dû batailler jusqu'en barrage pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Et alors que le passage par les barrages était déjà une honte, la façon dont l'équipe de France a gagné sa place pour ce mondial l'est encore plus et va contribuer à installer une atmosphère négative autour de ce roux bleu. En effet, les Bleus, qui s'étaient imposés 1-0 en Irlande lors du match aller grâce à un but de Nicolas Anelka, vont voir leur avance être remise en cause lors du match retour au Stade de France, après l'ouverture du score irlandaise. Fort heureusement, les Bleus égaliseront et feront match nul, assurant leur ticket pour le Mondial 2010. Une qualification acquise donc, mais au prix d'une énorme polémique. La cause à une erreur d'arbitrage flagrante qui a laissé Thierry Henry céder de la main à 2 reprises, juste avant de délivrer une passe décisive à William Gallas, le permettant d'égaliser. Une qualification arrachée, mais entachée. Place alors à la compétition, mais avant celle-ci, des tensions naissent dans le groupe bleu. Selon certains médias, plusieurs clans se seraient créés, avec d'un côté les joueurs, ouvrez les guillemets, issus des quartiers sensibles, et de l'autre, les provinciaux. Ainsi, plus la compétition approche, plus un climat de tension naît autour de ce groupe bleu. Et alors que l'on pensait qu'une fois arrivés à l'hôtel, les joueurs pourront s'entraîner loin de cette tension, c'était sans penser au fait que l'hôtel en lui-même serait un problème, car d'après la secrétaire d'État Rama Yadeh, les joueurs auraient choisi un hôtel trop luxueux, donc trop cher. Des problèmes bien obsolètes, mais qui n'aident pas l'équipe de France à se concentrer à 100% sur le terrain. Et malheureusement, cela se voit dès la première rencontre le 11 juin face à l'Uruguay. Et les Bleus peinent à produire un jeu intéressant et font match nul 0-0, confirmant les doutes autour de ce groupe et de leur entraîneur. Après ce match nul, plus le droit à l'erreur pour les Bleus s'ils veulent espérer se qualifier pour la phase finale. Et pour cela, il va falloir au minimum ne pas perdre contre le Mexique. Et au bout de 45 minutes de jeu, Français et Mexicains n'ont toujours pas trouvé la faille et se quittent sur un score de 0-0 à la mi-temps. Un score et un contenu ne convenant pas à Raymond Domenech qui va décider d'opérer un changement qui va faire basculer la suite du mondial des Bleus. Déçu de la première mi-temps de Nicolas Anelka, le sélectionneur décide de lui faire comprendre et lui donne de nouvelles consignes tactiques. Étonnamment, ces dernières ne conviennent pas à l'attaquant des Bleus qui décide de le faire comprendre à son entraîneur de manière assez virulente. Avec des propos insultants que je ne citerai pas, Anelka manque de respect à son entraîneur qui décide de le remplacer immédiatement à la mi-temps à la place d'entrer Pierre Gignac. Un changement pas payant puisque les Bleus finiront par s'incliner 2-0, rendant encore plus compliqué une qualification pour les huitièmes de finale. Mais après le match, le problème n'est pas la question de la qualification, mais ce qui s'est passé à la mi-temps de ce France-Mexique. Car au sein de ce groupe bleu, une taupe est présente, c'est-à-dire une personne qui délivre des informations intérieures à des journalistes qui n'hésitent pas à dévoiler ces informations sans citer leurs sources. Et cette fois-ci encore, la taupe ne garde pas pour elle ce qui s'est passé à la mi-temps de France-Mexique. Et seulement 2 jours après le match, soit le 19 juin 2010, le mondial des Bleus va basculer dans le cauchemar à la suite d'une une du journal L'Équipe. Habitués au jeu de mots moqueur, les Français ont droit à une une bien différente en ce matin de juin 2010. Cette fois-ci, la une imprimée relaie tout simplement les propos tenus par Anelka, son sélectionneur, des propos choquants et irrespectueux dont la France entière est désormais au courant. Rendu public, cette affaire oblige la FFF à prendre une décision sur le sort de Nicolas Anelka, et après des négociations inabouties pour obtenir des excuses publiques de l'attaquant de Chelsea, la FFF publie un communiqué. Nicolas Anelka est renvoyé du groupe bleu,
Son aventure dans le mondial 2010 se termine avant la fin. Nicolas Anelka est renvoyé du groupe bleu. Son aventure dans le mondial 2010 se termine avant la fin. Et alors que l'on pourrait penser que l'histoire se terminerait par cette exclusion, c'était sans savoir qu'à la tête de ce groupe bleu, il y a un homme, Patrice Evra, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Capitaine de dernière minute, Evra prend ce rôle à cœur, peut-être trop. Alors, quand un coéquipier est exclu du mondial à cause, selon lui, d'une taupe, Patrice Evra compte bien faire savoir le mécontentement du groupe vis-à-vis de cette décision. L'action est simple, ils se rendent à leur entraînement, signent des autographes aux quelques supporters français ayant fait le déplacement et retournent immédiatement dans le bus pour boycotter leur entraînement afin d'affirmer publiquement leur soutien à Nicolas Anelka et par la même occasion se désolidariser de leur sélectionneur. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est Raymond Domenech qui lira le communiqué de grève des joueurs devant les journalistes afin d'expliquer la situation. Et dès le jour de la grève, des conséquences ont lieu, tout d'abord au sein de la FFF avec la démission de Jean-Louis Valentin, le directeur délégué de la fédération, mais également dans le staff de Raymond Domenech qui voit son préparateur physique perdre le contrôle de soi-même et en venir aux mains avec Patrice Evra. Assis, avant même la fin du mondial et alors qu'il reste une petite chance de voir la France se qualifier, la rupture est totale entre joueurs et staff. Sans aucun motif d'espoir, les Bleus s'inclinent 2-1 face à l'Afrique du Sud lors de ce dernier match de la phase de groupe, actant définitivement la fin de l'aventure pour les Bleus et la fin du cauchemar pour les Français. Pour ne rien arranger, Raymond Domenech a refusé de serrer la main du sélectionneur sud-africain car ce dernier a remis en cause la qualification française face à l'Irlande. Ainsi, il y aura eu un avant et un après Naïsna 2010, puisque pour le premier match des Bleus après le fiasco, aucun des 23 joueurs appelés pour la Coupe du Monde 2010 n'est sélectionné par Laurent Blanc, nouveau sélectionneur tricolore après l'éviction de Raymond Domenech. On peut également noter les matchs de suspension écopés par Nicolas Anelka, Patrice Evra, Jérémy Toulalan ou encore Franck Ribéry. Plus haut dans la hiérarchie, la présidence de la FFF a elle aussi changé, puisque Noël Le Graët remplace officiellement Jean-Pierre Escalette, ancien président. Au final, ce mondial est plus qu'un fiasco, c'est la rupture entre l'équipe de France et la France. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode. Ce fut encore une fois un plaisir de le produire. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me le faire savoir via mes différents réseaux. À bientôt!